Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Alors, je tiens à vous prévenir d'abord, si vous êtes un peu dépressif, si vous n'êtes pas très en forme, etc., quittez cette vidéo. Parce que, franchement, là, je pense que nous allons atteindre peut-être des niveaux de déception très très bas. Petit ensemble d'informations, je vais commencer par un blocage du dépôt pétrolier de Budgets sur Argent dans le Var depuis tôt ce matin contre le pass sanitaire et l'augmentation des prix du carburant et de l'énergie. Le site est stratégique, surtout pour la Côte d'Azur. C'est un événement parmi tant d'autres qui surviennent aujourd'hui dans ce que l'on peut considérer comme étant des pénuries. J'en ai déjà parlé, je vous ai expliqué que les pénuries n'étaient pas des pénuries de ressources proprement parlé, mais plutôt des problèmes de rupture dans les chaînes d'approvisionnement. Et du coup, évidemment, toutes les entreprises, toutes les compagnies, toutes les sociétés qui sont dans cette chaîne, aussi bien dans l'exploitation, dans la production, dans la transformation, dans la distribution, dans le transport, etc., eh bien aujourd'hui, force est de constater qu'en effet, ça commence à porter préjudice à un certain nombre de secteurs d'activité économique. Alors, pour l'instant, je vous le dis, aux États-Unis, on n'est pas trop touché, on arrive encore à trouver des produits, même si certains manquent. Le fait est, c'est que, en revanche, c'est l'énergie. L'énergie, on commence à se poser des questions. Je vous laisserai en lien la dernière interview de Jean-Marc Jancovici. Je me souviens qu'il y en a un d'entre vous qui m'avait dit que oui, mais c'était un pro-nucléaire. Mais ceci dit, quand on veut satisfaire aux besoins énergétiques d'une société, force est de constater que le nucléaire, aujourd'hui, c'est la technologie, et en plus de ça, décarbonée, qui satisfait le mieux les besoins énergétiques. Le fait est, c'est qu'il y a un problème aujourd'hui avec le gaz. En effet, le gaz commence à poser problème, et en effet, le pétrole aussi, ça commence aussi à remuer un petit peu dans les brancards. Le problème du pétrole, eh bien, c'est un sujet que j'avais déjà abordé sur le fait que ce n'est pas un problème de pic pétrolier en tant que ressource. C'est en fait un pic pétrolier par rapport à la balance entre le coût d'exploitation et le coût à la vente. C'est-à-dire que du pétrole, il y en a encore. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Le seul problème, c'est qu'il est plus difficile d'accès, il est plus difficile et plus coûteux d'aller le chercher et de l'exploiter. Et du coup, vous êtes obligé, pour le moins les compagnies sont obligées de répercuter ça sur les prix. Or, vu qu'on a des modèles économiques qui se sont basés sur une tranche plus ou moins adaptée par rapport à l'aspect qui permet d'entrevoir sur quelle marge on peut éventuellement fonctionner, il y a un moment donné où le prix de vente à la consommation devient trop exorbitant. Et là, on a un risque. On a un risque de voir la consommation chuter. Et qui dit consommation chuter, à cause du prix, forcément, le rapport bénéfice, le rapport chiffre d'affaires, va forcément aussi être impacté. Je rappelle, pour la petite anecdote, c'est que depuis 2008, depuis la crise de 2008, beaucoup d'entreprises ont joué un petit peu d'écriture comptable, c'est-à-dire qu'ils ont dégagé en effet des bénéfices, ils ont dégagé de la marge pour servir des dividendes, mais en règle générale, ils ont plutôt fait de la manipulation comptable, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas tiré les bénéfices sur leurs activités, mais plutôt sur leurs actifs. C'est-à-dire que les actifs qu'ils avaient engendrés ces 20, 30, 40 ou 50 dernières années, ils ont vendu. Ils ont vendu, alors c'est des actifs aussi bien boursiers, c'est des actifs immobiliers, c'est des actifs financiers, c'est des participations dans des sociétés, c'est des sociétés qu'ils ont créées, des filiales, etc., et qu'ils ont vendues. Et donc ça fait rentrer évidemment de l'argent, et cet argent va permettre de garder un bon niveau d'activité, un bon niveau d'évolution d'activité financière de l'entreprise, et satisfaire évidemment les actionnaires. Sauf que ça fait quand même depuis plus de 10 ans qu'on fait ça, et évidemment, il n'y a plus rien à vendre. Et du coup, on essaie d'innover, on essaie d'investir, on essaie de créer des nouveaux marchés, pour essayer de sauver les meubles. Le seul problème, c'est qu'il arrive un moment où, si on est dans une activité, je dirais une activité essentielle, c'est-à-dire qu'on produit
quelque chose qui est nécessaire et impératif aux systèmes économiques, aux modèles économiques et aux sociétés actuelles, le pétrole, en effet. Le pétrole, c'est pas uniquement l'essence. Le pétrole, c'est le plastique qui vous permet de tenir justement cette souris que vous avez entre les mains. C'est le plastique de votre clavier, c'est le plastique de votre écran, ce sont les composés électroniques également. Certains composés électroniques sont fabriqués à partir du pétrole. C'est le plastique que l'on peut trouver n'importe où, qu'aussi bien des consommations courantes, que ce soit les couverts en plastique, que ce soit les assiettes en plastique, que ce soit les bouteilles en plastique, etc. C'est fait à partir de pétrole transformé. Alors si demain, les compagnies pétrolières décident d'augmenter les prix, vous comprenez bien que le prix augmentant, tout se répercute. Donc il y a un moment donné où vous avez des entreprises qui disent « Non, moi je suis désolé, mais à $200 le baril de pétrole, vu le prix répercuté sur la matière première dont j'ai besoin pour faire ma transformation de produits, etc. » Il y a un moment donné où je ne peux plus être concurrentiel. Je ne peux plus être concurrentiel envers d'autres compagnies, envers d'autres sociétés, etc. Donc, oui, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que si, en effet, certains commencent à le dire que ça ne va pas baisser, si le pétrole, si l'essence, si le gaz continue à augmenter, il va y avoir un effet domino. Et l'effet domino, c'est pas forcément très bien vu pour les discours de certains politiciens, de dire « vous allez voir, ça va repartir, ça va aller mieux, etc. » Je ne suis pas certain. Je suis d'autant plus certain qu'en plus de ça, en France, vous êtes dans une présidentielle, et évidemment, ce genre d'événement est plutôt malvenu pour nos candidats qui vont essayer, évidemment, de dire non, mais vous vous inquiétez pas, nous avons un plan, nous allons essayer de faire ceci, nous pensons qu'il va être nécessaire de faire cela, etc. Il va falloir changer nos modèles, etc. Changer des modèles, ça fait depuis des années que vous dites qu'il faut changer les modèles, mais vous ne les changez pas. Ah si, oui, vous les changez. C'est-à-dire que vous poussez les gens à continuer à consommer, vous les bloquez à consommer sur des produits sur lesquels vous foutez de la taxe. Ah oui, ça vous savez faire. Il n'y a pas de souci. Le seul problème, c'est que ce qui se passe aujourd'hui sur les exodes des grandes métropoles, c'est aussi à cause de ça. C'est aussi à cause du fait que passer 1 heure ou 2 heures dans les trafics, il y a un moment donné, vous êtes obligé de mettre de l'essence dans votre voiture. Si vous avez des employés, des salariés qui sont payés moins de 1 500 € net par mois, quand ils vont commencer à mettre 80, 90 ou 100 € d'essence, peut-être 1 ou 2 fois par semaine, suivant les distances qu'ils ont besoin de faire, il y a un moment donné où les gens vont se dire ça sert à rien que je bosse là. Hein. J'ai mieux fait de partir en province, j'ai mieux fait de partir dans une petite ville, etc. Trouver peut-être un salaire à 1 200 € net par mois, c'est-à-dire peut-être perdre 200, 300, 400 € sur mon revenu. Et peut-être j'y gagnerais si je fais un peu plus attention à mes consommations, et puis surtout si j'habite pas très loin de mon boulot. Parce qu'aux États-Unis, c'est ce qui est en train de se passer, c'est que les grandes métropoles sont en train tout simplement de payer le prix, tout du moins pour celles qui n'ont pas développé ce genre d'activité, elles sont en train de payer le prix du manque cruel de transport en commun. Eh ouais. C'est sûr, si vous allez à New York, vous avez des transports en commun partout, vous avez le métro, le bus, et encore. Le problème, c'est que les dessertes d'un certain nombre de quartiers ne sont pas suffisantes pour permettre aux gens qui habitent ces quartiers de pouvoir se déplacer, d'aller travailler, parfois dans Manhattan ou trucs comme ça. Donc, il y a un moment donné, et c'est exactement la même chose à Los Angeles, c'est exactement la même chose à San Francisco, c'est la même chose à Chicago, c'est la même chose à Miami, c'est la même chose dans un certain nombre de villes qui n'ont pas réfléchi à ce problème. Alors que je rappelle, le problème aux États-Unis, c'est que pour désengorger les centres-villes, on a poussé tout simplement les populations, les classes moyennes, petites classes moyennes, etc., vers les agglomérations, vers l'extérieur. C'est pour ça qu'on a développé ensuite tous les grands centres commerciaux, les malls, etc. Sauf qu'au bout d'un moment, ça a tué en fait les centres-villes. C'est-à-dire que les centres-villes ne sont devenus que des endroits pour les riches, pour les entreprises, les banques, les sociétés financières, les cabinets d'avocats, etc. Et puis vous avez des boutiques de luxe, évidemment, pour certaines grandes villes. Alors attention,
Si vous avez été à New York, vous allez me dire, oui, mais à New York, non, mais New York, c'est New York. New York, c'est une ville complètement à part des grandes villes américaines, d'une manière générale. Donc, oubliez New York. Pour toutes les autres grandes villes, vous vous rendrez compte que c'est un peu le problème. Et c'est ce qui va se passer en France. C'est que, je vais prendre l'exemple de Paris. Aujourd'hui, qui, avec un salaire moyen, même de 2000 € net par mois, va être suffisamment fou pour vouloir habiter dans Paris? Si vous avez la possibilité ou l'opportunité de pouvoir trouver un travail dans une petite ville de province, partez. Mais restez pas dans cette ville. Restez pas dans la capitale. Ça sert à rien. La capitale, Paris, aujourd'hui, en matière immobilier, c'est que pour les riches. C'est pour les forts rentiers. C'est tout. Après, vous avez toute la grande couronne. Vous avez tout un habitat où là, vous avez les petites mains. Les petits salariés, les petits employés pour femmes de ménage, entretien, maintenance, électricité, plomberie, etc. Mais qui n'ont pas les moyens d'habiter dans le centre de Paris. Alors vous comprenez qu'avec les logiques écologiques de Madame Hidalgo, sur les trafics, les machins, les voitures supprimées, interdire les voitures, c'est du suicide. Cette femme est en train de tirer une balle dans le pied d'un grand nombre de secteurs économiques de la capitale. Mais évidemment, les bobos, les bourgeois, gauchos, conservateurs, etc., qui ont voté Hidalgo, parce que dans leur quartier ça se passe bien, c'est calme, c'est sympa, c'est propre, etc. Oui, sauf que le jour où ils trouveront plus de femmes de ménage, ils trouveront plus de babysitters, ils trouveront plus de plombiers, d'électriciens, qui seront obligés d'attendre des heures, voire des jours pour avoir une réparation. Mais comment ça se fait? Pourquoi? Tout simplement parce qu'on ne trouve pas d'employés, parce qu'on ne trouve pas de gens qualifiés. Et comment ça se fait? Parce que les gens qu'on avait avant, ils habitaient à 1h30, 2h du boulot. Au bout d'un moment, ils en ont eu marre. Ils nous ont demandé de les augmenter, mais on leur a dit, mais on ne peut pas vous augmenter avec les charges qu'on a en France, c'est pas possible. Déjà qu'on n'a plus de trésorerie. Donc on est en train de crever. Donc si en plus de ça, vous rajoutez des pénuries, si en plus de ça, vous mettez des augmentations de prix, d'inflation sur tout ça, ça va pas être costaud, hein, ça va être énorme, ça va être surdimensionné. C'est-à-dire que là, il va y avoir clairement des déstabilisations dans un grand nombre de secteurs économiques. D'un autre côté, ça pourrait éventuellement servir l'idée ou le concept de purge. Les plus faibles finiront par disparaître et laisser le marché aux plus forts. Ça rejoint ce que je vous disais avec la pandémie, avec les confinements, etc. Quand on me disait non, c'est pas possible, c'est pas pour détruire des tissus économiques, commerciaux, locaux, de proximité, etc. Je dis mais si, parce que une fois que vous faites disparaître les commerces de proximité, les services de proximité, eh bien ça permettra à des grandes entreprises de récupérer les marchés. Votre petit restaurant pizzeria du coin de la rue, il va fermer. Qu'est-ce que vous allez voir à la place? Vous allez voir apparaître un McDo, un Five Guys ou un Starbucks ou une autre chaîne de grande distribution, de restauration rapide ou de restaurants. Bien sûr, c'est ce qu'on a déjà aux États-Unis. Hein. Dites-vous bien qu'aux États-Unis, dans beaucoup de secteurs, vous avez à peu près 60 à 70% des restaurants, c'est des chaînes. Ce ne sont que des chaînes. Il n'y a pas de restaurant indépendant. Donc, c'est ce qu'ils veulent faire en France. Tuer le petit commerce, tout simplement. Pour permettre, comme je vous l'ai dit, ce que je vous disais au début de la vidéo, c'est-à-dire les grosses chaînes, les grosses entreprises, les grosses corporations, ont besoin de nouveaux marchés, ont besoin de conquérir de nouveaux marchés. Voilà, vous avez la réponse à la question. Autre information, évidemment, vous avez vu que le professeur Raoul était de nouveau sous le feu des projecteurs suite à un article de Mediapart qui mettrait en évidence, mettrait en lumière certaines procédures, certaines expériences illégales de 2017 ou un petit peu moins avant, concernant les activités du professeur Raoul, plus particulièrement en ce qui concernerait des recherches sur la tuberculose. Donc évidemment, vent debout, toute la presse alignée a repris l'article de Mediapart pour dire « Oh, regardez Raoul, finalement, c'est un méchant, c'est un tricheur, c'est un charlatan ».
Oui, sauf que professeur Raoul a tout de suite répondu dans une vidéo. Et à la question sur l'expérience de la tuberculose, il a répondu « Non, il n'y en a pas. Il n'y en a jamais eu. » C'est-à-dire qu'en gros, Mediapart a construit un article sur le fait d'expériences qui ont été commises, mais sans donner de précision. Mediapart, par exemple, n'est même pas foutu de donner les noms de soi-disant médicaments qui auraient été utilisés, mais qui étaient à l'époque interdits. Et pour cela, je vous mets en lien l'article qui a été fait par Marcel D. Marcel D, vous le connaissez certainement, hein, c'est le fameux 442. Et dans son article, il dit quels sont les arguments de Mediapart. La première banderille, sulfadiazine et minocycline, deux composants du cocktail utilisé à l'IHU de Marseille pour soigner la tuberculose, ne sont pas approuvés par l'OMS. Sur le site de l'OMS, page 108, les médicaments préconisés pour la tuberculose sont l'isoniazide, la rifampicine, la pyrazinamide, l'éthambutol et le streptomycine. Ce sont les premiers à avoir été découverts entre 1946 et 1948, ils se sont révélés soit inefficaces contre la tuberculose pulmonaire, la streptomycine, soit trop longs à administrer pour être efficaces, 18 mois dans les années 60, car les patients des pays pauvres ne suivent pas le protocole jusqu'au bout, voire la conférence du professeur Joseph Grosset. Et quand on dit pas efficace, cela veut dire 1,2 à 1,6 million de morts par an. Sulfadiazine et minocycline, utilisés par l'IUH de Marseille, ont pourtant été approuvés par l'ANSM. Donc l'ANSM, c'est l'Institut National. Donc l'Institut National a validé ces produits, donc ces produits ne sont pas illégaux. Le sulfadiazine dans le traitement de la toxoplasmose et la minocycline contre l'acné. Outre la liberté de prescription du médecin, fort mise à mal actuellement, l'ordre des médecins prévoit qu'il est licite d'utiliser des médicaments hors AMM, rien n'interdit de les utiliser pour une autre maladie que celle qu'ils ont traitée à l'origine. Le professeur Chabrière signale une étude de 2013 du professeur Drancourt de l'IUH de Marseille sur la sulfadiazine, concluant à l'efficacité de cette sulfamide comme alternative aux antibiotiques antituberculeux. Des médicaments connus de tous, sauf le Mediapart. Deuxième banderille, les deux autres médicaments faisant partie de cette expérimentation, affirme Mediapart, sans se soucier ni de prouver qu'il y a eu expérimentation, ni de préciser les noms des médicaments, ne sont pas considérés comme les plus performants contre la tuberculose. Le professeur Raoul est certainement moins compétent que la journaliste de Mediapart, mais lui, il connaît le nom de ces médicaments. Il s'agit de deux traitements de la lèpre, la moxifloxacine et la clofaximine. Quant à une pseudo-expérimentation, il s'en explique, le journaliste de Mediapart n'est pas outillé intellectuellement pour faire la différence entre expérimentation et traitement. Les explications psychologiques de Didier Raoul des méfaits de lobbies qui brasent des milliards et interdisent la recherche en France sont moins convaincantes que ses arguments scientifiques. Disons qu'il se refuse à hausser le ton. Le professeur Jacques Grosset était le numéro 1 mondial du traitement de la tuberculose. Ses recherches à la Pitié-Salpêtrière puis à l'université Johns Hopkins avaient deux objectifs, réduire la durée de traitement de la tuberculose et traiter les bactéries résistant aux antibiotiques actuels à cause de traitements interrompus. Les deux problèmes sont liés. Des traitements sont interrompus parce que leur durée est très longue et créent les bactéries qui leur résistent. Donc je vous laisserai évidemment le lien. Donc encore une fois, il est clair que de toute façon, je vous l'avais déjà expliqué, Raoul dérange. Il dérange d'autant plus que normalement fin août, il aurait dû quitter ses fonctions, mais par une subtilité administrative, il est toujours en place, puisque l'IHU doit lui trouver un remplaçant. Donc tant qu'elle n'a pas trouvé un remplaçant, le professeur Raoul a parfaitement le droit de rester en position, même s'il n'a pas tous les statuts. Il y a certains statuts qu'il a perdus au mois d'août, mais il reste néanmoins à l'IHU. Et donc évidemment,
ça a rendu rageux plus particulièrement le président, qui avait été nommé au mois de juin, justement dans cet objectif de se débarrasser des troubles faits, comme Fouché par exemple, qui a quitté l'IHU. Mais c'est surtout parce que Raoul, en 2016, avait accepté de faire une intervention à une commission parlementaire. Et dans cette commission parlementaire, il avait énormément insisté sur le fait que l'un des gros problèmes aujourd'hui structurels de l'administration de la santé publique, c'était tout simplement la bureaucratie, c'est-à-dire la technocratie, c'est-à-dire la politique, c'est-à-dire que l'Institut national de santé publique française était en train tout simplement de tomber entre les mains de technocrates et non plus de médecins. Et ça, il l'avait dénoncé déjà à l'époque. Donc évidemment, aujourd'hui en 2016, on est en 2021, entre-temps des gens ont réussi à se placer, des gens ont bien montré leur véhémence contre ceux qui allaient à l'encontre du courant officiel dont Raoul évidemment a fait partie. Je dis le contre-courant, avec cette fameuse hydroxychloroquine. Donc voilà, je veux dire, il n'y a pas de surprise, d'autant plus que Mediapart, comme je vous l'ai déjà expliqué, le problème de Mediapart, c'est que c'est une officine qui sert de couverture à certains organismes, à certaines personnalités, à certains mouvements, servis par les mondialistes, les globalistes, etc., l'État profond, si vous préférez, pour balancer sur des gens dont on veut se débarrasser, pour balancer sur des gens qui étaient bien utiles à un moment donné, mais qui ont fait trop de conneries et qui, ont besoin d'être dégagés, de mettre à l'écart. Mediapart sert aussi à rappeler à Macron ses objectifs. Quand de temps en temps il s'écarte un petit peu de ses objectifs pour vouloir se croire le nouveau prince de l'Europe, eh bien Mediapart sert à certaines personnalités, à certains milieux, à certaines, on va dire, leviers financiers sur les institutions et la souveraineté française, eh bien de tacler un petit peu Macron de temps en temps pour le rappeler à l'ordre de ses fonctions. Autre sujet, il s'agit d'un extrait qui a été diffusé sur Twitter sur une émission ou une fiction diffusée sur, je crois, France 2. Je vous mets l'extrait ici. Alors, je ne vous mets pas le son parce que si je mets le son, je risque d'être striké pour des questions de droit. Je vous mettrai un lien si j'arrive à retrouver la vidéo, ou sinon je vous mettrai un lien sur le blog où j'ai mis également cette vidéo pour avoir le son. Mais dans cette vidéo, vous avez tous les clichés bien pensants. Il s'agit d'un professeur qui est en train de faire un cours sur le colonialisme. Évidemment, nous sommes dans une classe très exemplaire de la diversité. Et donc, dans cette diversité, évidemment, des élèves commencent à dire « oui, le colonialisme, ça a été une conquête, ça a été une invasion, des gens ont souffert, ça a été des massacres, etc. » Le professeur dit « oui, enfin, d'une façon globale, oui, le colonialisme a été une invasion, a été une conquête des pays occidentaux, etc. Que ça n'a pas été quelque chose, c'était pas bien. Ah, c'était pas bien. » Sauf qu'à un moment donné, il y a un élève qui commence à soulever le dire, mais enfin, quand même, le colonialisme a quand même apporté la civilisation à certains pays. Sous-entendant, évidemment, que certains pays avaient des niveaux de civilisation, avaient des niveaux culturels inférieurs. Attention, remettons les choses dans leur contexte de l'époque, 19e siècle, début du 20e. Et cet élève, évidemment, est apostrophé par une autre élève, une élève afro, et il lui dit l'insulte suprême, l'insulte raciste, remonte dans ton arbre, va chercher ta banane dans ton arbre, un truc comme ça. Et là, évidemment, le professeur pète un plomb, il prend l'élève, il le jette dehors, etc. Mais là, je me suis dit, mais c'est ça l'image de l'éducation nationale ? C'est-à-dire qu'un gamin qui a un propos raciste, qu'est-ce qu'on fait? On le vire, on le fout dehors, on le discrimine, avec violence. Parce que le prof, là, il pète les plombs, il le fait avec violence. C'est ça l'image de l'éducation de la République. La République, la vraie, aurait poussé le professeur à essayer de lancer un débat, essayer de faire prendre conscience à cet élève qui a ce propos raciste que ce qu'il vient de faire n'est pas bien.
Et on débat, on contre-argumente, on essaie par la psychologie, on essaie par de l'argument, on essaie par de l'intelligence, on essaie par du bon sens, d'amener le gamin à constater de lui-même qu'il a commis une erreur. C'est ça qu'on attend de l'école. Or là, on nous montre une image qui est de la propagande. Pire, on nous montre une légitimité du professeur d'être violent face à un élève. Pourquoi ? Parce que l'élève a dit une chose raciste. J'ai envie de dire que si c'est ça l'école, alors évidemment c'est une fiction, hein, qui est évidente dans la réalité, un prof hyper baraqué comme ça, qui prend un élève par le callback et qui le fout dehors, j'ai envie de dire, moi je fais partie d'une génération où j'ai vu ça. J'ai vu des profs péter les plombs. Et j'ai vu des profs prendre un élève par le callback et le foutre dehors. Mais c'était dans les années 80. Aujourd'hui, un prof fait ça. Déjà, si le gamin est un peu intelligent, il va faire un rapport à ses parents. Les parents vont aller voir la direction. Et les parents vont aller voir un avocat. Et l'avocat va dire, là, le comportement du professeur est inadmissible. Violence sur un élève, ce n'est pas permis, ce n'est pas autorisé. Voilà ce que c'est la réalité. C'est pas ça. Ça est en train d'altérer par une fiction, une vision des choses. Et inversement, j'ai envie de dire, les écoles où il y a de la diversité, on en revient à ce que je vous disais avec les écoles, suivant les endroits des établissements, la qualité d'enseignement, la qualité des professeurs, etc. Mais d'une manière générale, dans les écoles où il y a beaucoup de diversité, c'est parfois difficile. Surtout si cette diversité vient de milieux populaires, qui plus est de quartiers. Donc, encore une fois, à la télévision française, qui plus est sur la fonction publique, sur la télévision publique, on vous offre des programmes qui ne sont pas des programmes de divertissement avec des messages de prise de conscience, de bien-pensance, mais ça devient de la propagande. Donc évidemment sur Twitter, cet extrait a fait réagir beaucoup de gens. Je dirais même des gens qui sont plutôt de gauche, mais qui reconnaissent que là, non, là il y a une faute de goût, il y a une faute scénaristique, il y a une faute idéologique énorme. Mais comme on est dans une exacerbation aujourd'hui, à cause de Zemmour en partie, eh bien aujourd'hui on est en train de voir la gauche, tout du moins une partie de la gauche, péter les plombs. Et elle pète les plombs aussi là où elle est dominante, c'est-à-dire la télévision, la fonction publique en particulier, tout ce qui est France Inter, France Télévisions, France Culture, etc., que dans les médias. On a actuellement Zemmour qui apparemment a des difficultés à pouvoir faire ses petits meetings en Bretagne. Plus particulièrement en Bretagne, à Nantes. Nantes est en Bretagne ? Parce qu'à Nantes, il y a eu des mouvements d'ultra-gauche qui ont fait des affichages avec le visage de Zemmour et une cible sur le front. Vous imaginez si l'extrême droite avait fait ça, en mettant une cible sur le front d'Hidalgo, à Paris. Deux poids, deux mesures. Et évidemment que, alors là, évidemment vous allez me dire encore, oh, je parle encore de Zemmour, mais parce qu'il fait l'actualité. Alors je vais dire, en effet, c'est un faux argument de dire qu'il fait l'actualité, parce que justement, le fait d'en parler, ça fait sa promotion. Mais j'ai envie de dire, le fait d'en parler fait sa promotion, c'est parce que derrière, je pense qu'il y a des gens qui ont un tout intérêt à faire sa promotion. La manipulation est en route. Je
Je peux vous garantir que même BFM, qui vient de nous sortir un résumé de tous les sondages, etc., si j'arrive bien, je vous les mettrai ici. Mais on sent bien que le capital de cette stratégie, c'est de faire en sorte de remplacer Marine Le Pen par Zemmour au second tour face à Macron. Et permettre à Macron d'être réélu. Pour moi, c'est la stratégie qui est en train de se profiler. Et que même s'il y a un risque, que Zemmour puisse éventuellement l'emporter, il y a toujours la possibilité de faire de la fraude fiscale. Fraude fiscale, oui aussi, mais de la fraude électorale. Je rappelle, il y a encore 6 mois. D'ici 6 mois, le gouvernement va essayer, par des lois, par des propositions de décret, de mettre en place ou de remettre en place le vote par correspondance, de mettre en place des outils de vote digitaux. C'est-à-dire que là, en fait, on a vraiment l'impression qu'ils sont en train de jouer avec le feu. C'est-à-dire qu'ils se sont rendus compte que Marine Le Pen, Macron au deuxième tour, c'est trop flagrant. Que depuis, de toute façon, le printemps, les réseaux sociaux, les médias, relatent justement cette opinion des Français qui disent « ils vont nous la rejouer, donc à quoi bon ?» Pousser l'électorat, finalement, à se désengager de son rôle démocratique, c'est-à-dire l'abstention. Et finalement, Macron, qui a été élu par 16% de la population française en âge et en capacité de voter, et bien là, cette fois-ci, il pourra être élu peut-être par 8% des Français, uniquement. Attention, je dis des Français en âge et en capacité de voter. Hein, évidemment, parce que les Français qui sont en âge et en capacité de voter, il y en a quand même un sacré paquet qui ont disparu des registres, des listes électorales. Comme je vous l'ai déjà expliqué, hein, parce que soit ils ont déménagé, qu'ils n'ont pas fait le changement d'adresse, qu'ils ne se sont pas inscrits aux mairies, qu'ils ne se sont pas inscrits sur les listes en temps et en heure, ou parce qu'il y a eu des problèmes administratifs, parce qu'il n'y avait pas les bons documents, ou parce que dans le processus et dans la chaîne, il y a eu des couacs, il y a eu des erreurs humaines, etc. Donc les gens se sont retrouvés convaincus d'avoir été inscrits dans les listes, alors qu'en réalité, ils n'y sont pas. Voire même, on vous explique, qu'on a fait un petit peu le ménage dans les listes, sauf que dans les listes, je rappelle, en 2017, on s'est rendu compte qu'il y a des gens qui avaient été supprimés des listes, soi-disant parce qu'ils avaient déménagé, ou qu'ils n'avaient pas la bonne adresse, etc. Alors qu'en réalité, non, les gens avaient bien fait leur processus administratif. Mais ils ont été virés des listes. Je rappelle ce qui s'est passé à Marseille lors des régionales et des municipales, non, départementales, pardon. C'est pareil, personne n'en a parlé. De ces bus qu'on a envoyés dans certains quartiers pour aller chercher des gens, pour aller voter dans un bureau, et ensuite on les a emmenés, mais dans un autre bureau. Parce qu'ils étaient inscrits sur les deux. Allez savoir pourquoi. Oh, c'est une erreur administrative. Ah bah oui, là l'erreur administrative, quand on s'en rend compte, elle a le bon dos. Bon, évidemment, ces affaires-là n'existent pas. On a vite fait balancer ça à la poubelle. Mais il y a eu beaucoup de témoins sur Internet, des gens qui ont filmé, etc., et qui ont bien montré. Des gens qui étaient embarqués dans des bus, dans des minibus, pour être discret quand même, pour aller voter dans d'autres bureaux. Parce que justement, certaines personnes avaient réussi à être identifiées comme ayant déménagé, s'étant inscrites sur un bureau à une adresse, mais n'ayant pas été retirées des listes électorales de son ancienne adresse. Donc ils pouvaient voter 2 fois. Bon, encore une fois, c'est une anecdote qui n'a aucune influence à l'échelle régionale ou départementale, puisque de toute façon... mais ça existe, ça se fait quand même. Je rappelle, de toute façon, il n'y a pas de vote démocratique de crédibilité, de qualité, de défaut zéro. Il y a forcément des gens qui vont frauder, il y a forcément des gens qui vont essayer de tricher. Mais ce sont des cas très isolés qui n'ont pas beaucoup d'influence, finalement, sur le résultat final.
Vous allez me prendre l'exemple de ce qui s'est passé en 2020 avec l'élection présidentielle. Oui, il y a eu des fraudes. Oui, il y a des résultats aujourd'hui qui sont en train de tomber. Oui, il y a des jugements qui sont en train de tomber, etc. Mais le problème, c'est qu'à l'échelle d'un État, le résultat ne change pas énormément. Je crois que le dernier, c'est, je ne sais plus, dans le Nevada ou le Wisconsin, je ne sais plus. Enfin, il y a 50 000 voix qui ont été retrouvées au profit de Trump. Mais au final, les 50 000 voix, même si on les rajoutait, ça ne changeait pas énormément le résultat. Donc, vous voyez, c'est pas... Mais, ceci dit, ça existe. Ceux qui disent non, non, c'est faux, c'est de la fake news, sont des menteurs. Ça existe. C'est des défauts. C'est comme toute chose, il y a toujours un défaut quelque part. Il y a toujours des grains de sable pour tomber dans la mécanique. Ben, le vote démocratique aussi. Il est victime aussi parfois de ça. Mais tant que ça reste, ça n'a pas beaucoup d'influence. À l'inverse de certaines démocraties, entre guillemets, mais qui sont plutôt des plutocraties, dictatures, comme on les appelle, etc., où quand on fait des élections, c'est vraiment histoire de faire des élections, mais en réalité, elles se passent très très mal, parce que de toute façon, c'est comme la Biélorussie, par exemple. En Biélorussie, allez savoir, est-ce qu'il y a eu des tricheries, ou est-ce que le président actuel a bien été réélu? On n'en sait rien, finalement. Encore une fois, c'est toujours une lutte idéologique, de parti pris des médias occidentaux, etc. Enfin, c'est compliqué. Donc, tout ça pour vous dire que on vit une époque formidable parce que ce que l'on voyait ou ce que l'on lisait dans certains romans de fiction, ce que l'on voit dans un certain nombre de films, etc., où on se disait, ben, ça reste de la fiction, ça reste de la science-fiction, ça reste du fantasme. La force est de constater qu'aujourd'hui, on commence à en voir émerger des réalités. Qu'est-ce qui se passe en Australie? Qu'est-ce qui se passe en Nouvelle-Zélande? L'Autriche. J'ai envie de dire, mais attendez, est-ce qu'à tout hasard, les Australiens, les Nouveaux-Zélandais, l'Autriche et peut-être d'autres pays savent des choses que nous ne savons pas pour l'instant, et qu'ils ont déjà anticipé les événements? Comme je l'avais déjà texté sur quelqu'un, je dis, est-ce que finalement l'Australie et la Nouvelle-Zélande n'est pas le nouveau laboratoire des prochaines étapes que nous verrons apparaître en Europe bientôt? La Chine. Là, on a, apparemment, la Chine, attention, il y a un truc qui se passe en Chine. Je rappelle, la Chine est au plus mal sur le plan économique actuellement. Donc remettre des confinements dans certains endroits, c'est pas faux. Ça peut arranger les choses. Ça peut permettre à l'autorité de remettre une légitimité de pression sur le peuple chinois. Pour que ça se peut. Je ne dis pas que c'est ce qui se passe, mais c'est possible. Tout comme il est possible, oui, qu'en France, le pass sanitaire soit prolongé jusqu'au 31 juillet 2022. Et au-delà. Parce que l'allure où vont les choses, on verra au mois de novembre, si le pass sanitaire est prolongé. Il y a de fortes chances que oui, puisque de toute façon, sans le pass sanitaire, comment le gouvernement va pouvoir réussir à tricher pour faire réélire Macron? Ça paraît évident. Donc, de toute façon, oui, Zemmour, on va en reparler parce que de toute façon, c'est un phénomène particulier, un phénomène que certains déjà ont comparé à Trump, le Trump français, la presse internationale, on l'a vu. Sauf que, évidemment, pour les étrangers, les anglo-saxons qui ne connaissent absolument rien de Zemmour, c'est facile de le faire passer pour un Trump, alors qu'en réalité, c'est une personnalité et un caractère complètement différent. Mais clairement, le seul point commun qu'il y a entre Trump et Zemmour, il y en a deux. Le premier, c'est qu'évidemment, Zemmour n'a jamais eu de responsabilité, n'a jamais été élu, n'a jamais été aux affaires. Et la deuxième chose, c'est qu'évidemment, il va toucher la France populaire. Tout comme Trump l'avait touché. Et ça, évidemment. Ceux qui sont les grands stratèges pour dire on va utiliser Zemmour pour faire réélire Macron au deuxième tour, ils ont quand même à l'esprit,
Et si là, on n'est pas en train de faire un coup de poker et de prendre le risque de permettre à Zemmour de se faire élire. Et pourquoi Zemmour? Pourquoi pas un autre? Attendez, qui va soutenir Zemmour? Qui va financer la campagne de Zemmour? Qui va être derrière Zemmour? On en a déjà parlé. On peut dire ce qu'on veut sur Zemmour. On peut être d'accord, pas d'accord, l'aimer, le détester. La seule chose importante qui compte, c'est de savoir qui va être derrière Zemmour s'il se prononce comme candidat à la présidentielle. Et je vous l'ai déjà montré, je vous l'ai déjà dit, si jamais par le biais de Bolloré, on trouve les Rothschild, et que les Rothschild sont derrière, ça veut dire qu'en effet, peut-être que Zemmour ne sera pas le prête-nom, le faire-valoir pour faire réélire Macron, mais peut-être pour en faire un Macron 2.0. Autre info également, et non des moindres, nous avons la CIA. La CIA qui vient de nous pondre un rapport, et dans ce rapport, elle nous fait « Attention, il y a un risque de guerre à cause du changement climatique ». J'ai quelques de mes amis américains qui sont plus ou moins bien cultivés, et qui me disent « Jamais on n'aurait cru voir une telle déliquescence d'administration qui pourtant était tellement encensée, avait une telle image, même à l'échelle internationale, mais on se rend compte que depuis quelques années, elle passe toute à côté d'évidence. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'ils se sont enfermés dans des cocons idéologiques, contrôlés, manipulés par ce qu'ils voulaient, et qui passent complètement à côté de certaines réalités. Que le changement climatique amène des conflits, c'est un peu évident. Évident à deux niveaux. Premièrement, parce que vous allez avoir dans certaines régions des menaces claires sur des modèles de société, des modèles de production et des modèles économiques, et que de fait, ça va avoir forcément des conséquences sur les sociétés, donc sur les classes sociales. Sur certains pays, ça va pousser les populations à aller chercher une vie meilleure ailleurs. Donc évidemment, l'argument de dire oui, vous savez que le changement climatique, ça risque de pousser des gens venant d'Afrique vers l'Europe. Ouais. Mais pas seulement. Parce qu'au lieu de nous casser les couilles avec vos éoliennes et votre photovoltaïque, déjà, commencez à travailler en Afrique pour retirer toute la corruption, pour retirer toutes les hégémonies de groupes multinationaux sur les ressources, sur les matières premières de certains pays. Et peut-être que les choses s'amélioreraient. Ah mais non, quand même. Puisque de toute façon, tous les pays occidentaux, tous les paysages politiques des pays occidentaux sont équipés de politiciennes et de politiciens qui sont adoubés pour nous faire croire à du débat politique, mais qui en réalité, si jamais ils ont des discours dissonants de ce que l'on veut entendre de leur bouche, eh bien à ce moment-là, on les dégage. Vous voulez un exemple? Regardez Ruffin, par exemple. Ruffin, qu'on dit oui, c'est quand même un gars sympathique, qui est motivé, qui est impliqué, etc. Mais en réalité, il ne peut pas faire ce qu'il veut. Pour être élu, il a fallu qu'il accepte de rentrer dans les rangs des insoumis. Alors les insoumis, finalement, se servent de lui en tant qu'image, lui laissent un éventail d'actions locales. Mais sur certains sujets, Ruffin, il est un peu absent, alors qu'il a les connaissances et les compétences sur le domaine. Mais il est totalement absent. Pourquoi il est absent? Parce qu'il sait que si jamais il ouvre trop grand sa gueule,
eh bien on fera en sorte de le dégager. Logique. Donc, quand la CIA nous pond un rapport en disant que nous allons droit vers un conflit, ben oui, on va droit vers un conflit. Pourquoi? Parce que, premièrement, il y a un moment donné où de toute façon les autorités, les infrastructures de démocratie ou de dictature, de royaume, ce que vous voulez, ne pourront plus gérer la colère, ne pourront plus gérer le mécontentement de la grande majorité des populations mondiales qui vont se rendre compte qu'on les a pris pour des billes depuis des décennies et que de toute façon on a bien l'intention aujourd'hui soit de les soumettre, soit de leur retirer des libertés fondamentales, soit de les mettre en esclavage moderne, ou soit de les faire disparaître. Je vous rappelle, pour la petite anecdote, la fameuse Georgia Stone, cette fameuse monument qui a été construit dans des conditions tout à fait mystérieuses, préconise la réduction de la population à 500 millions. C'est une anecdote. À savoir, est-ce qu'il programme un génocide international et mondial pour réduire la population? On n'en a aucune preuve. Mais quand même, si on y réfléchit à deux fois, certains problèmes trouvent leurs origines sur le fait que nous avons des problèmes de surpopulation, qu'on ne pourra pas contenter tout le monde, que tout le monde ne peut pas avoir les mêmes niveaux de vie, que tout le monde n'a pas forcément et ne pourra jamais avoir accès à tout l'essentiel même des besoins primordiaux, que même dans nos pays occidentaux, on vous joue la carte du migrant parce que le migrant c'est la chance pour l'Europe. Mais oui, c'est la chance pour l'Europe parce que c'est permettre d'augmenter la démographie et de noyer la dette. Mais le problème c'est qu'est-ce qu'on en fait? On les case à droite à gauche dans des boulots de merde, avec des salaires de merde, donc ça ne résoudra pas leurs problèmes. Et finalement, ils se rendent compte que l'Eldorado est en train de se transformer en cauchemar pour eux. Qui plus est en cauchemar, quand on commence à voir des idées d'extrême droite, des idées fascistes, des idées nazies réapparaître, ressurgir en Europe. Le populisme. Donc forcément, ces gens-là, au bout d'un moment, ils vont se dire, mais nous aussi, vous êtes foutus de notre gueule. Vous avez laissé l'Afrique à son propre sort en ne prenant que ce qui vous intéressait. Et aujourd'hui, l'Afrique, c'est un continent qui, en l'espace d'un siècle, a submergé en démographie la population européenne. La population européenne était plus importante que celle d'Afrique au XIXe siècle. Allez comprendre pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Évidemment, là-dessus, je ne rajoute pas les problèmes culturels, les problèmes religieux. Donc oui, quand la CIA nous pond un rapport en disant que nous allons droit vers des conflits à cause du réchauffement climatique, et pas seulement, parce que les réchauffements climatiques vont déplacer des populations vers d'autres populations incompatibles, culturellement, sociétalement, religieusement. Oui, le réchauffement climatique va mettre en évidence et en exergue des responsabilités à mettre la main sur des ressources, sur des propriétés, mettre en place des politiques liberticides, mettre en place des totalitarismes couverts de manteaux démocratiques. Et c'est ce qui est en train de se passer. Donc oui, la CIA, quand elle dit « oui, le changement climatique risque de provoquer des guerres », je ne sais pas combien sont payés les analystes à la CIA aujourd'hui, certainement très cher, mais très sincèrement, je vous invite à voir par exemple les rapports du GIEC ou les rapports de l'organisme européen d'études et d'anticipation économique, trucs comme ça. Vous verrez que ça fait depuis presque 15 à 20 ans qu'ils le disent, eux. Alors le rapport de la CIA... Autre info, et non des moindres, qui nous vient de Grande-Bretagne. En Grande-Bretagne, un nouveau scandale dans les milieux wokistes
vient de submerger l'idée que quand on est lesbienne, si l'on refuse de coucher avec un trans féminin, c'est de la transphobie. Oui, vous entendez bien. C'est-à-dire qu'en Grande-Bretagne, il y a un scandale. Il y a une lesbienne qui s'est fait attaquer sur les réseaux sociaux parce qu'elle disait qu'elle n'était pas du tout attirée par les trans féminines. C'est-à-dire transféministes, c'est-à-dire que c'est des hommes qui sont transgenres vers femmes. Bon, je vais être vulgaire, hein. Allez, c'est en fait des hommes qui deviennent des femmes, mais qui ont toujours tout l'appareillage. Alors, quand je dis des hommes qui deviennent femmes physiquement, ou sans transformation physique, seulement par les vêtements, etc. On a tous les types. Ça rappelle d'ailleurs cette petite anecdote assez amusante aux États-Unis d'un transgenre qui avait été arrêté et condamné, un homme devenu femme, parce qu'il voulait légitimer d'être femme, donc il a été envoyé dans une prison de femmes. Donc il n'est pas passé 15 jours avant que le transgenre femme finisse par violer des femmes. C'est con. Vous voyez l'absurdité dans laquelle le wokisme est en train de plonger parfois certains sujets. Ce qui est encore pire, c'est quand les wokistes ont cette fâcheuse tendance à vouloir vous imposer. Mais imposer, là, dans ce milieu-là, c'est clair. Vous savez, c'est un peu comme... Moi, j'ai côtoyé des homosexuels, des lesbiennes, etc. Et des fois, ça arrive qu'ils te posent la question, ça te dirait pas de... Je dis, non, excuse-moi, moi, ça m'intéresse pas, je ne suis pas du tout tenté, en toute honnêteté et tout respect, mais... Et là, vous avez cette fameuse argument qui dit, oui, mais si tu n'as pas essayé, comment tu peux savoir ? Eh bien, il y en a un jour, je lui dis, mais pour la simple et bonne raison de ma liberté de penser et de choisir, je ne devrais pas être imposé de devoir faire des choix que je n'ai pas envie de faire, sous prétexte, parce que si je ne le fais pas, qu'est-ce que je deviens quoi ? Un homophobe ? Un transphobe ? Et d'ailleurs, sur les réseaux sociaux, c'est un peu la petite guéguerre, justement, sur cet argument. Dire, mais attendez, vous accusez une lesbienne qui ne veut pas coucher avec un trans. C'est son droit. C'est son choix. Mais sous prétexte, parce qu'elle dit ça, tout de suite, ça en fait une transphobe. Mais vous êtes des malades. Le problème, c'est que c'est des malades mentaux à qui on donne du pouvoir. C'est des malades mentaux qui sont parfois la tête d'associations, qui sont la tête de mouvements, et qui sont en train de foutre le bordel. Alors évidemment, pour l'instant, ce ne sont que des épiphénomènes. Mais des épiphénomènes sur lesquels, évidemment, il y a énormément de projecteurs sur les réseaux sociaux. Je donne l'exemple aux États-Unis. Malheureusement, c'est un phénomène très anglo-saxon dans l'immédiat, mais qui commence à arriver en France. Sauf qu'en France, on est quand même un pays, je rappelle, de culture latine, et pas anglo-saxonne. Donc évidemment, il y a des moments où ça va clasher, ça va faire mal. Alors que dans la culture anglo-saxonne, la culture américaine, comme britannique, on sent une certaine peur, une certaine hypocrisie, à ne pas vouloir affronter les choses sur des sujets de fond, et se laisser tenter à accepter, à se rendre complaisant à une idée de forme. Et c'est ce qui nous donne ces événements. Le fait de déboulonner une statue de Thomas Jefferson, aux États-Unis par exemple. Parce que Thomas Jefferson, c'est quand même pas n'importe qui, c'est quand même un des pères fondateurs des États-Unis. Mais encore une fois, c'est un père fondateur de son époque. Et que Thomas Jefferson, c'était un propriétaire terrien qui avait aussi des esclaves. Mais parce qu'il avait des esclaves, donc voilà. Faut le faire disparaître. Ouais, mais attendez, c'est quand même... Non, on s'en fout. C'est un esclavagiste. C'est comme cette version qui perdure depuis des années de cette haine qu'ont des Américains envers Christophe Colomb, par exemple. Pourquoi ? Parce que Christophe Colomb a découvert l'Amérique, que quand il est débarqué sur certaines terres, il a mis en esclavage les autochtones,
Et que c'est à cause de lui que si, par la suite, toutes les colonies se sont créées, que par la suite on a fait un génocide contre les natifs, etc., c'est à cause de Christophe Colomb. Mais le contexte historique, non, vous en foutez. À ce petit jeu-là, par exemple, on pourrait dire aux Américains, mais dites-moi, quand vous avez été faire la guerre au Vietnam, est-ce que vos parents, vos grands-parents se sont bougés le cul pour dire que c'était de l'impérialisme? Mais non, c'était pour la bonne cause. La bonne cause, c'était la lutte contre le communisme. Donc pour le compte du communisme, vous avez laissé des gens balancer des bombes au napalm, massacrer des civils, pour finalement un résultat qui est quasiment nul. L'Irak? Ah oui, l'Irak est arrivé dans la période post-11 septembre. Vous étiez tous traumatisés par l'attaque du 11 septembre 2001. Donc, envoyer des Américains en Irak, soi-disant pour détruire des armes de destruction massive, c'était normal. C'était le pays du bien contre le pays du mal. Avec le petit aspect religieux, évidemment, hein, aux États-Unis, est immanquable. C'était la main de Dieu contre la main de Lucifer, le diable. Bon, pour un résultat que les armes de destruction massive, on n'a pas trouvé, et que là, finalement, on est parti, on a installé une démocratie, et qu'on a laissé un gouvernement être élu de chiites. Allez, disons-le clairement, l'Irak est un échec total sur tous les plans. Sans compter, évidemment, avec l'Afghanistan, tous les gamins qu'on a envoyés là-bas qui se sont fait tuer. Et qui se sont fait tuer pourquoi? Pour rien. Mais là encore, le rôle des médias aux États-Unis, on couvre, on cache, on dissimule. Donc à partir de là, j'ai envie de dire, et c'est vous qui viennent donner des leçons. Et du fait que, pour éviter que les Américains, au bout d'un moment, se posent les bonnes questions, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on déstructure la société. On déstructure les acquis. Et là, le wokisme prend toute son ampleur, prend tout son sens. Donc voilà pourquoi le wokisme, voilà pourquoi le progressisme fanatique, eh bien, a trouvé l'être, a trouvé chaussure à son pied, j'ai envie de dire, aux États-Unis, et est en train de s'étendre, évidemment, en Europe. Comme d'ailleurs beaucoup de choses qui viennent des États-Unis, on aime bien les exporter en Europe, parce que c'est bien. Même si culturellement, ça pose un problème, parce que ce n'est pas du tout compatible, mais ne vous inquiétez pas, on va le faire au forcing. Parce que ça a l'utilité, ça a l'intérêt, de foutre encore plus le bordel dans la société. Jusqu'à temps qu'il y en a qui finissent par s'entretuer. Parce que là, je pense qu'on est bien parti pour. Donc, on n'a pas fini de rigoler, voire de pleurer sur ces histoires de transphobie, de racisme, d'homophobie, d'islamophobie, d'antisémitisme, etc. Parce que ce sont des outils qui sont aujourd'hui instrumentalisés à des fins de dissension, de discordance, de dysfonctionnement de la cohérence de la société. Donc, ne nous soyons pas surpris si d'ici quelques mois, quelques semaines, peut-être l'année prochaine, il y en a qui finissent par s'entretuer pour ces histoires complètement débiles. Et enfin, je vais terminer sur un phénomène, une petite statistique qui a été faite et qui nous a fait une révélation. Il semblerait qu'aujourd'hui, les jeunes générations sont beaucoup plus attirées par les jeux vidéo que par les autres outils culturels. Voyons. Mais oui, bien sûr. Force est de constater qu'aujourd'hui, et surtout la pandémie a encore plus accentué le phénomène. Il suffit de voir aussi sur les réseaux sociaux le nombre de réseaux sociaux aujourd'hui qui sont vraiment consacrés, ou qui sont nés et qui se sont développés autour des jeux vidéo, que finalement aujourd'hui la jeune génération satisfait son plaisir immédiatement. Pourquoi? Tout simplement parce que vis-à-vis de la télévision, vis-à-vis du streaming, vis-à-vis du cinéma, du théâtre, des concerts, même si
ce sont des activités qui restent encore lucratives. Force est de constater que si ce sont des secteurs qui sont encore très lucratifs pour quelques unités seulement, dans l'ensemble, nous avons beaucoup moins de succès. Nous avons beaucoup d'offres, mais beaucoup moins de succès. C'est-à-dire que sur l'année, sur les 100 concerts qui peuvent être donnés dans l'année, vous en allez peut-être avoir 4 ou 5 qui vont être très rentables. Le reste, ça peine à remplir. Alors en plus, comme il y a eu la Covid, ça a complètement bouleversé et chamboulé le marché. Un marché sur lequel il y avait évidemment tous les acteurs du technique, les acteurs de la logistique, les acteurs des assurances, tout ça s'est effondré. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de sociétés qui étaient des sociétés de location de matériel pour les concerts, tout ce qui était audio, vidéo, etc., qui ont fait faillite. Puisqu'évidemment, tous les concerts n'ont pas eu lieu. Or, les jeux vidéo, c'est quelque chose d'individuel. Vous pouvez jouer individuellement ou collectif sur des réseaux, mais ça reste individuel. Vous pouvez jouer sur un portable, vous pouvez jouer sur un ordinateur, vous pouvez même jouer sur votre téléphone, à n'importe quel moment. Même dans des instants pas forcément appropriés pour jouer. Moi, par exemple, je bosse avec des jeunes collègues. Quand ils ont 5 minutes à ne rien faire, donc oui, le jeu vidéo aujourd'hui est un marché très lucratif. Oui, le jeu vidéo est en train de supplanter les autres acteurs de divertissement, je dirais même divertissement du réel, puisque même le streaming aujourd'hui, je vous ai expliqué, la petite guerre qu'il y a entre les salles et le streaming aujourd'hui, on est dans une phase de changement de comportement. Sauf que c'est une phase de changement de comportement qu'on avait déjà prévu. Moi, je vous le dis, franchement, il y a 20 ans, avec le numérique, moi, j'avais assisté à certains forums, déjà, les mecs à l'époque le disaient. Ils disaient, attention, dans les 10, 15, 20, 30 prochaines années, on verra une inversion, un changement radical de comportement de consommation. Et ça va forcément induire des conséquences sur les modèles économiques actuels de l'époque. Force est de constater qu'aujourd'hui, le cinéma, puisque là, en France, on a vu, apparemment, un Français sur 2 n'est pas revenu dans les salles de spectacle. Donc, cinéma inclus. Donc, oui, en effet, j'ai envie de dire que ce qui doit être réfléchi, c'est ce phénomène qu'on a fâcheuse tendance à vouloir occulter ou oublier. C'est de se dire que ce que nous connaissons aujourd'hui, ce que nous faisons aujourd'hui, ce que nous avons l'habitude de pratiquer aujourd'hui, ce que fait partie de nos habitudes de consommation et de loisirs, ont diamétralement et radicalement changé par rapport à ceux d'il y a 50 ans. Comme ceux de 50 ans ont diamétralement changé de ceux de 50 ans avant. Et de 50 ans avant. Et de 50 ans avant. Ben oui. Les technologies, les accès, l'ouverture, la création ont fait qu'à un moment donné, les comportements ont changé. Et comme les comportements changent, eh bien forcément des modèles économiques qui n'ont pas su anticiper, eh bien du jour au lendemain se retrouver en slip. Je vous parle d'un phénomène que je connais bien, le cinéma. Le cinéma est né à la fin du 19e siècle, mais c'est vraiment développé qu'au début du 20e. Il a évolué techniquement. Il est passé de 16 images secondes à 24 images secondes. Il est passé du muet au sonore. Il est passé de noir et blanc à la couleur. Il est passé de 4 tiers, 1,85, scope. Et à chaque époque, il y a toujours eu des gens qui disent ouais, enfin, ces gadgets, ça ne marchera pas. Et puis finalement, si. Alors attention, là je vous parle des évolutions importantes du cinéma. Mais dans cette histoire du cinéma, il y a eu d'autres évolutions. Il y a des évolutions technologiques.
Des évolutions technologiques que le profane ne connaît pas ou n'a pas du tout conscience. Et dans ces évolutions technologiques, évidemment, vous avez des concepteurs, des créateurs, des licences, des brevets, et ça a été la guerre à un moment donné de dire, attendez, nous opérateurs, nous exploitants, vous comprenez bien qu'on ne va pas faire des salles avec tous vos modèles, avec tous vos standards. Donc il faut homologuer un standard, voire peut-être 2, 3 pour l'exception, etc. Mais il faut... C'est comme ça que vous avez des sociétés comme Dolby, par exemple, qui ont réussi à s'imposer comme un opérateur de son cinéma non négligeable. Souvenez-vous, par exemple, le THX, le fameux THX de Lucas. Il faut savoir que le THX, en réalité, ça n'a jamais été un système, c'était une licence. C'était en fait un filtre qui était adapté au système de son des cinémas et qui avait une licence pour pouvoir utiliser le son THX. Ni plus ni moins, mais ce n'était pas un matériel physique proprement dit. Contrairement à d'autres qui, eux, ont construit des modèles. Enfin, tout ça pour vous raconter cette histoire de l'évolution du cinéma. Et puis, est arrivé les années 50 pour les États-Unis, les années 60 pour la France, avec un truc, une boîte à images qu'on appelle la télévision. Là encore, des gens du gros, enfin bon, télévision, il y a une chaîne, des programmes, oui, c'est bien, c'est le gadget, mais les gens continueront à aller au cinéma. Sauf qu'au moment où la démocratisation de la télévision, où la télévision commençait à véritablement se développer et à véritablement entrer dans les foyers, la fréquentation des cinémas, ce qui a provoqué, ce que vous voyez aujourd'hui, ces fameuses grandes salles de cinéma aux États-Unis en ruine, ou ces salles de cinéma qui ont disparu, qui sont transformées en supermarchés. Souvenez-vous de la chanson d'Eddie Mitchell, La dernière séance. C'est une ode justement à cette disparition des cinémas de quartier en France dans les années 60, parce que ces cinémas n'étaient plus du tout adaptés à la demande. C'était des grandes salles qui pouvaient proposer 1, 2, 3 films dans la journée, mais la seule façon pour les cinémas de se sauver, c'était d'offrir de la diversité, c'était de faire une offre plus large. Et c'est comme ça qu'on a commencé à construire des multisalles, c'est-à-dire des cinémas avec plusieurs salles, ou de racheter des grandes salles et de les couper en plusieurs morceaux pour faire des petites salles à l'intérieur, etc. Qu'on a commencé à construire des cinémas dans les banlieues, dans les nouvelles banlieues, dans les nouvelles cités, dans les cités dortoirs, etc., qu'on a intégré ça dans les supermarchés, etc. Donc c'est comme ça que le cinéma en France, comme aux États-Unis, s'est un petit peu sauvé. Et puis, est arrivé les années 80, 70 aux États-Unis et 80 en France. Avec ces grosses boîtes dans lesquelles on mettait des trucs en plastique avec des bandes magnétiques dedans qu'on appelait des vidéos, des cassettes vidéo. Là encore, petite bataille à l'époque parce qu'il y avait plusieurs standards et c'est finalement VHS qui s'est imposé, mais pour ceux qui ont connu à l'époque, il y a eu le fameux Betacam, il y avait le V2000, etc. Et là encore, les professionnels, oui, mais bon, le matériel est cher, les vidéos sont pas aussi... il n'y a pas beaucoup de vidéos, etc. Sauf qu'en l'espace de quelques années, souvenez-vous en France, quand les magnétoscopes sont arrivés, le gouvernement n'a pas eu d'autre idée géniale pour servir les intérêts des exploitants cinéma et de la production française, de mettre une taxe sur les magnétoscopes. Bon, la taxe, elle a duré quoi, je crois, quelques années. Au bout d'un moment, elle a disparu. Et puis voilà, le marché vidéo a explosé. Et encore une fois de plus, la fréquentation des cinémas. Réaction, la réaction, ça a été que les exploitants ont commencé à vouloir investir pour faire de la qualité. C'est-à-dire que dans les années 60-70, ils ont construit des cinémas, des petites salles, etc., avec du matériel qui, lui, par contre, continuait à évoluer, mais coûtait trop cher, donc il y avait des manques d'investissement. Donc, il faut savoir que, pour vous donner un exemple, dans les années 80, vous aviez encore des cinémas qui fonctionnaient avec du son mono. Le son mono, c'est-à-dire que vous avez juste une enceinte. Et tout le son passe par une seule enceinte. Ce n'est que vers la fin des années 80 que les cinémas ont commencé à s'équiper en Dolby. Le Dolby, évidemment, c'est le label, parce que c'était celui qui était le plus couramment utilisé, pour mettre de la stéréo. Et oui, ce n'est qu'à la fin des années 80, début 90, que les cinémas ont commencé à globaliser la stéréo. D'autres cinémas, qui avaient plus les moyens, ont commencé à reconstruire des grandes salles pour faire du grand spectacle, avec des grands écrans.
Preuve en est, c'est qu'aujourd'hui, quand vous allez dans une salle de cinéma, puis vous vous retrouvez dans une petite salle de 70 places avec un tout petit écran, vous vous dites que le prix du billet est 10 euros, il commence à faire mal au cul. Et vous avez raison. Et donc on a essayé de faire revenir les gens au cinéma avec le spectacle, avec le son, meilleure qualité de son. Alors par la suite, dans les années 90, commençait à arriver le son numérique, c'est-à-dire que c'était un son de qualité. Sur ce son de qualité, on a pu numériser, digitaliser le son, donc on a pu intégrer plusieurs canaux. Et donc là qu'on a commencé à développer les ambiances arrière, les subs, etc. Et on en arrive aujourd'hui à des standards de son. Je rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas cette petite abréviation, c'est que quand vous avez du 5.1 par exemple, le 5.1 c'est-à-dire que c'est centre, gauche, droite, ambiance gauche, ambiance droite, donc là vous avez 5 canaux, et le point 1, le 1, ça correspond au sub, c'est-à-dire les basses fréquences. Voilà, ça c'est... Normalement aujourd'hui, tous les cinémas sont équipés en 5 points, quasiment tous. Certains aujourd'hui sont à 7 points. 7 points, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez une différenciation d'ambiance entre les latérales et les arrières. Vous avez d'autres modèles. Vous avez les 8.1, vous avez même aujourd'hui du 22.1. Le 22.1, je crois que c'est la norme plus. Hein, les 22, finalement, c'est le premier chiffre, c'est le nombre de canaux de son. Si vous allez par exemple dans une salle en Atmos, par exemple, bah, c'est... vous avez un canal pour chaque enceinte. Vous avez des enceintes en haut, sur les côtés, les latérales en dessous, machin, etc. Donc vous avez, voilà, c'est ce qui définit le standard son utilisé. Sauf que, après est arrivé, dans les années 2000, Internet. Et à l'époque, Internet, on disait, oui, l'Internet, téléchargement, les vidéos, etc. Les professionnels disaient, oui, mais bon, ça reste marginal. En 2 ans, tout d'un coup, Hollywood a commencé à tirer la sonnette d'alarme parce qu'un grand nombre de leurs films étaient piratés. Donc ils perdaient de l'argent. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, depuis le début des années 2000, les gros blockbusters, les gros films importants américains sortent désormais en sortie mondiale. À quelques rares exceptions près, à quelques semaines près, mais les gros films, tout ce qui est Marvel, tout ce qui avait été Harry Potter, Seigneur des Anneaux, tout ce qui est Disney aujourd'hui, etc., sont des sorties internationales. C'est-à-dire que tous les films sortent quasiment à quelques jours près, suivant les dates de sortie, sur la même semaine. Mais à l'époque, les mecs se sont laissés complètement dépasser par la technologie. Et puis est arrivé le numérique. C'est-à-dire que la fameuse pellicule, eh bien, cette fameuse vieille pellicule qui a offert du spectacle cinématographique pendant presque plus d'un siècle, eh bien, elle est disparaître. À l'époque, je commençais à travailler sur du numérique et j'avais des responsables qui me disaient « Oui, mais vous savez, le tout numérique, c'est pas avant 2015. » Et le tout numérique, eh bien, finalement, un jour, nous sommes arrivés, nous avons enclenché les projecteurs et nous avons inauguré notre première semaine d'exploitation en tout numérique en 2010. À partir de 2010, nous n'utilisions plus de pellicule. Sauf que le problème du numérique, c'est qu'évidemment, pour les puristes, la qualité était moindre, etc. Donc on a fait évoluer encore la technologie, etc. Pourquoi je vous raconte cette histoire ? C'est tout simplement parce que ce genre d'historique du cinéma, plus particulièrement pour les salles de cinéma, on l'a retrouvé partout. On l'a retrouvé pour la musique, on l'a retrouvé pour le spectacle, on l'a retrouvé pour le théâtre, on l'a retrouvé pour les moyens de transport, pour la culture, etc. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on évolue suivant l'apport de technologie, de mentalité, de culture, de société aussi, puisque les régimes politiques ont également une influence. Il est évident que aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on voit ces grands concerts avec les vieilles stars des années 80 en Russie ? Tout simplement parce qu'à l'époque, en Russie, ils étaient sous le communisme. Donc vous avez aujourd'hui toute la génération 70-80 qui était adolescente, qui aujourd'hui ont 40, 50 ans, et qui sont une manne économique, culturelle importante,
et qui organise des tas de concerts en Russie avec toutes ces anciennes stars qu'on a vues dans les années 80. Alors, Samantha Fox, je ne sais plus quel autre groupe, etc., qui font des concerts en Russie, parce qu'il y a un marché. Évidemment, en France, si vous faites ça, c'est évident que ça va, oui, il y a eu pendant un temps ces fameux concerts qui avaient été organisés sur les années 80, etc., mais bon, ça c'est un autre problème, c'est du business qui est assez courant d'ailleurs, qui est assez souvent utilisé, c'est-à-dire qu'on va toujours aller chercher à un moment donné le revival générationnel sur 2 générations, c'est-à-dire que, par exemple, dans les années 90, on a connu ce retour des 70s. Dans les années 2000, on a revu le retour des années 80, etc. Vous voyez, il y a toujours un décalage. Business, c'est le commerce. Donc, si je vous donne cet exemple, c'est tout simplement pour vous dire que ce que nos ancêtres ont connu il y a 1 siècle, il y a 2 siècles, était totalement différent de ce que nous connaissons aujourd'hui. Et donc, cela doit nous amener à réfléchir et à envisager que ce que nous connaissons, ce que nous avons connu il y a peut-être quelques années, eh bien, dans les années à venir, peut-être que ça va perdurer, peut-être que ça va évoluer, ou peut-être que ça va tout simplement disparaître. C'est l'évolution des mentalités. Or, cette évolution des mentalités, aujourd'hui, elle est sous le contrôle des business, elle est sous le contrôle de la société de consommation. Et donc, cette société de consommation, elle crée un déséquilibre. Et ça rejoint ce que je disais dans plusieurs vidéos, c'est qu'il y a un moment donné, oui, il va y avoir le conflit civilisationnel. Et que ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération. Considération sur le fait aussi, c'est que c'est pas parce que nous vivons dans des pays qui sont en paix, c'est pas parce que vous avez aujourd'hui 4, 5, 6 générations qui ont vécu dans des pays en paix, que de temps en temps, ce qui est bien d'écouter, c'est les gens qui ont connu la guerre. Guerre passée ou guerre actuelle. Je dis bien les gens qui ont connu la guerre, pas ceux qui vous disent qu'ils ont connu la guerre, alors qu'en fait, ils n'ont jamais vu une bombe, ils n'ont jamais entendu un tir, quoi que ce soit. Et c'est là qu'on se rend compte du décalage. Parce que les gens qui ont connu la guerre, les gens qui ont souffert, ont un aspect, ont une vision des choses qui reste encore dans le prioritaire, dans l'essentiel. Or, quand ils se retrouvent dans nos sociétés, et qu'ils voient que nous vivons de plus en plus dans du superflu, que nous vivons sur de la surconsommation, eh bien ça crée un déséquilibre. Et chez eux, ça crée alors la convoitise, ça crée l'envie, ça crée le plaisir. Mais comme ils ne sont pas en situation parce qu'ils ne sont pas adaptés, parce qu'ils n'ont pas les moyens, parce qu'ils n'ont pas de travail, parce qu'ils n'ont pas d'argent, eh bien ça crée des jalousies. Je veux la même chose que celui que je vois là-haut maintenant. Moi aussi je veux une maison, moi aussi je veux une voiture, moi aussi je veux un téléphone, moi aussi je... Et on se retrouve exactement dans la même configuration entre riches et pauvres. En sachant qu'évidemment, dans chaque catégorie, vous avez des comportements différents. Vous avez des gens qui sont volontaires, des gens honnêtes, des gens ambitieux, des gens qui veulent vraiment s'en sortir et qui s'en sortent souvent par leur propre travail, par leur propre détermination, par leur propre force. Comme à l'inverse, vous avez aussi les inutiles. C'est-à-dire que ceux dont il faut prendre par la main pour leur dire, leur montrer, leur expliquer, et toujours être derrière eux, parce que si vous les laissez tout seuls, ils font des conneries. Sauf que nos modèles de société aujourd'hui ne sont plus du tout adaptés à gérer ce genre d'individus. Et que donc ces genres d'individus-là, dans les évolutions des sociétés, en plus si vous intégrez, vous saupoudrez des problèmes, des spécificités culturelles, religieuses, etc., traditionnelles, ben vous avez une bombe à explosion. Vous avez un baril de poudre. Alors, les choses se sont toujours plus ou moins bien passées quand nous étions dans des pays de croissance. Mais qu'est-ce qui va se passer quand nous allons tout d'un coup découvrir que nous sommes dans une situation économique de décroissance? Cette fameuse décroissance que nos écologistes nous vantent, ça va poser un problème. Sauf que ce problème-là, personne ne veut le voir, personne ne veut l'entrevoir.
Si, la seule chose qu'on vous dit, c'est que le réchauffement climatique va déplacer des populations et que ça va créer des problèmes, etc. Oui, mais j'ai envie de dire, est-ce que finalement ces problèmes qu'on anticipe avec le réchauffement climatique, ils ne sont pas déjà sur place, ils ne sont pas déjà sur nos terres, ils ne sont pas déjà dans nos pays, auxquels nous ne sommes pas déjà confrontés? Si, on y est déjà confrontés. Donc tout ça, ça mérite réflexion, et évidemment cette réflexion, beaucoup de gens ne peuvent pas l'avoir. Ils ne peuvent pas l'avoir parce qu'ils n'ont pas les notions, parce qu'ils n'ont pas les connaissances, parce qu'ils n'ont pas les cultures, ou aussi parce qu'ils sont tellement brigadés, tellement conditionnés, tellement lavés du cerveau par des idéologies qu'ils croient être les vérités, que, bah oui, on va forcément vers quelque chose qui va pas apporter du bien. Donc c'est pour ça qu'en règle générale, si on vous dit préservez-vous, si on vous dit préparez-vous, si on vous dit renseignez-vous, si on vous dit munissez-vous d'outils, munissez-vous de portes de sortie, munissez-vous de stratégies de repli, ce n'est pas du complotisme, ce n'est pas du fanatisme survivaliste. Non, c'est une réalité. Et cette réalité, elle touche plus spécifiquement les gens qui habitent dans les grandes villes. Parce que si vous habitez dans une petite ville ou dans un petit village, ou loin des turpitudes de la surpopulation urbaine, encore vous allez pouvoir vous en sortir. Parce que fatalement, vous trouverez du collectif, vous trouverez de la solidarité. Une solidarité qui même deviendra peut-être raciste. Ça, c'est inévitable. Parce qu'elle ne voudra pas partager avec l'étranger qui, lui, s'il ne participe pas, s'il ne montre pas, s'il ne fait pas l'effort de s'intégrer à la collectivité avec sa culture, il sera chassé. C'est évident. Et je terminerai sur cet exemple. Avez-vous vu cette opération de communication par excellence de Éric Zemmour à Drancy? Eh bien, je vous invite à voir cette vidéo, parce qu'elle est tout à fait le reflet de ce que je viens de vous expliquer. C'est-à-dire une confrontation idéologique et culturelle, une confrontation de modèles de société qui fait que tôt ou tard, la fracture sera tellement énorme que c'est le conflit civilisationnel qui est inévitable. Sur ce, en attendant une prochaine vidéo, que puis-je vous souhaiter d'autres si je ne se revois pas d'ici là? Un joyeux Halloween, hein? Oui, bien sûr, c'est vrai qu'en France, c'est pas tellement la culture, c'est plutôt la Toussaint, mais ça fait depuis une dizaine d'années que les business de la grande distribution ne désespèrent pas à faire du business, justement, sur Halloween, même si, malheureusement, ça ne prend pas forcément, parce que ce n'est pas dans notre culture française. Et j'aurais envie de dire que même aux États-Unis, pourtant, qui est le pays qui a démocratisé le Halloween, je rappelle, est un folklore inspiré d'une fête païenne, même cette fête, elle se perd un peu. Elle se perd. Il y a beaucoup d'Américains qui installent un petit peu des décorums, etc., histoire pour faire des parties, pour faire des petites fêtes, etc. Mais l'esprit même d'Halloween, dans beaucoup d'endroits, et surtout dans les grandes villes aujourd'hui, a complètement disparu. Parce que ce sont des grandes villes, et que quand on a un pays qui a tellement motivé, tellement cultivé l'isolationnisme et l'individualisme, c'est très difficile de retrouver aujourd'hui ce petit côté folklore, ce petit côté traditionnel de la fête d'Halloween, si ce n'est en interne, en privé. Voilà, ça c'était pour la petite anecdote. D'ici là qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo, eh bien, portez-vous bien.